Vous aimez la France? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre. Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. En occitan, on l'appelle Nota-Garonne. Comprenez la Haute-Garonne, l'un des départements les plus étirés de l'Hexagone. Une terre de plaine, de coteaux et de massifs montagneux, avec en point de mire la chaîne des Pyrénées. Une terre dotée d'un patrimoine d'exception, riche de bâtis religieux et de sites naturels préservés. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! C'est magique! Mais surtout d'hommes et de femmes fiers de leurs racines occitanes. Nous vous entraînons sur les chemins, les pâturages, en haut des massifs de la Haute-Garonne. Depuis Toulouse et le Lauragais, en passant par le Volvestre, pour finir au pied de la chaîne montagneuse des Pyrénées, dans le Comminges. Waouh, qu'il est beau le Comminges! Quand on pense Haute-Garonne, on pense bien sûr à Toulouse et à ses façades de briques. La ville rose est riche de 2000 ans d'histoire. C'est ici que vit François, un artisan aussi passionné par les fromages qu'il affine que par sa ville natale. C'est une ville paisible où on aime se promener, juste. C'est calme, c'est méditatif, c'est zen. À Toulouse, on aime la tranquillité des quais de la Dorade et l'effervescence qui règne sur la place du Capitole. Mais ce que l'on connaît moins de cette place emblématique, c'est l'envers de son décor, que François va nous faire découvrir avec son ami guide, Emmanuel Rossignol. Trop content que tu me fasses faire cette visite. Ouais. Derrière la façade néoclassique de ce bâtiment du XIIe siècle, qui abrite l'hôtel de ville, se cachent des pièces d'apparat, dont la salle des Illustres. Longue de plus de 60 mètres, elle est classée monument historique depuis 1994. Elle est magnifique quand même. Hein. Elle est belle, hein, notre salle des Illustres. Hein. Ouais. Moi, c'est vraiment une salle qui me remplit d'émotions. Je trouve que c'est un peu le cœur de Toulouse. Oui, c'est un peu le cœur battant de la ville. Alors là, on pourrait faire un cours d'histoire et résumer l'histoire de Toulouse, puisque les grands hommes, les femmes qui ont marqué l'histoire de la ville sont ici. C'est pour ça qu'on appelle la salle des Illustres. Voilà, elle porte bien son nom. Inspirée de la galerie Farnèse à Rome, la salle des Illustres, avec ses plafonds peints soutenus par des colonnes de 9 mètres, se veut résolument chic et clinquante. C'est notre Versailles à nous. Regarde les peintures. Ouais. Regarde François, si tu lèves les yeux, elles sont marouflées pour la plupart. C'est-à-dire elles ont été faites en atelier, découpées et collées, marouflées sur le plafond. Donc c'est plutôt bien fait. Là, on a une belle harmonie d'ensemble. On veut offrir aux Toulousains un décor presque aussi beau que celui d'une cathédrale en quelque sorte. Pas étonnant donc qu'on y célèbre les mariages. Bon, Emmanuel, j'espère que ton mari n'est pas trop jaloux. Non, ça va. Moi, j'ai pas eu la chance que tu as eue de me marier ici. Allez, on va faire comme si. Est-ce que tu veux bien qu'on remime ta scène Allez. pour que tu me parles de ce magnifique tableau? Celui-là, il est chargé d'histoire, oui. C'est la libération de Toulouse. On est au Moyen-Âge, on est en 1218. Et les Toulousains et Toulousaines s'affairent pour reconstruire les murs qu'un certain Simon de Montfort avait fait détruire, représenté par un lion. Regarde le lion, là-haut, dans les nuages. Les Toulousains gardent tous un mauvais souvenir du redoutable Simon de Montfort, qu'on surnomme le Lion. En pleine croisade contre les Albigeois, le Lion, qui a déjà fait tomber la ville rose, se heurte aux tenaces Toulousains, qui 3 ans plus tard, comme le raconte cette toile, vont se révolter.
Et donc là, il y a 3 femmes au milieu du tableau. Et oui, l'histoire nous raconte que ce sont 3 femmes qui ont activé une petite catapulte en bois et par chance et par bonheur pour les Toulousains, le boulet va tomber sur la tête de Simon de Montfort. Nous sommes le 25 juin 1218, hurrah hurrah, Toulouse est libérée. Donc Toulouse est un peu féminine. Toulouse est une femme. Et rebelle donc. Évidemment. Alors Emmanuel, on va aller voir un petit peu le Capitole. Allez, allons-y, prenons de la hauteur. Magnifique cette place. Oui, toujours aussi belle. On se sent un peu rugbyman en Oui. jour de victoire. Au Capitoul, La croix Qatar. la croix occitane, la croix du Languedoc. D'abord utilisée comme sceau par les comtes, puis comme emblème de la ville, la croix de 18 mètres d'envergure dessinée par Moretti en 1997 reste pour les Toulousains un symbole de ralliement. Bon, dis-moi Manu, après la mairie, tu m'emmènerais pas à l'église là par hasard? Et pas dans n'importe quelle église, celle des Jacobins, chère au cœur des Toulousains. Un édifice fondé au XIIIe siècle par l'ordre des Dominicains. T'as vu comme elle est massive? Elle est impressionnante. Hein, on dirait presque une forteresse. Je pose mon vélo. Ouais, vas-y. Tu vas voir ce Allez, il est bien là. vrai contraste entre l'extérieur et l'intérieur. Quelle dimension elle fait? Elle est Elle gigantesque. fait 42 mètres de long. 42 mètres Ouais, de long. on pourrait y mettre presque un Airbus. Et en hauteur? Elle a parce 300 que- mètres. Elle est à 28 mètres sous voûte. Joyau de l'art gothique, l'église des Jacobins, avec ses hauts murs droits en briques, présente une façade austère et massive. Cette sobriété extérieure respectait l'idéal de pauvreté des frères dominicains. Mais à l'intérieur, le décor est nettement plus flamboyant. Des vitraux médiévaux et des rosaces laissent entrer une lumière à dominance bleue et rouge dans une double nef aux voûtes complexes. Première chose qui me saute à l'œil, c'est la verticalité. Oui, t'as vu toutes ces colonnes au milieu qui séparent la nef en deux et puis tous ces murs peints. Il y a vraiment une vraie différence avec l'extérieur. On est toujours surpris la première fois que l'on entre au Jacobin. Un pur style baroque. Hein. Pas du tout. On est dans du gothique méridional. Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Du gothique languedocien, du gothique qui est bien de chez nous. Moi, ce que ça m'inspire tout de suite, c'est vraiment l'élévation de l'esprit. Il n'y a rien qui retient le regard sur les côtés. Et on est vraiment dans la spiritualité. Oui, et en même temps sur un espace ouvert. Et au bout de ces colonnes, il y en a une qui est un peu particulière, je vais te la montrer. Le palmier. Oui. Allons voir ce palmier des Jacobins. Et je crois qu'il va falloir chuchoter parce qu'il y a une messe qui se prépare. C'est vrai. Au fond de l'église, le palmier des Jacobins, une voûte en étoile composée de 22 arcs en ogive, reste une prouesse architecturale inexpliquée qui laisse sans voix, ou presque. C'est juste magique. On est dans le défi technique à la fois. Il est là depuis 1285, tu te rends compte? C'est absolument magnifique. Ça donne un petit côté exotique à ce lieu. C'est vrai. L'exotisme de Toulouse, ce sont aussi les ciels moirés du soleil couchant. L'heure pour François et Emmanuel de se rendre dans l'un des 74 hôtels particuliers de la ville. C'est juste là. Yes! Le fameux hôtel d'Acézar. Allons-y. Derrière une lourde porte en bois se cache une bâtisse Renaissance à la hauteur de l'orgueil et de la réussite de son commanditaire, Pierre d'Acézar, un marchand de pastels comme la ville en comptait beaucoup. On est vraiment dans l'hôtel particulier le plus emblématique de la ville. Et c'est étonnant parce que les murs sont vraiment en briques et l'hôtel lui-même expose la pierre. Oui, sur les colonnes, sur toute la décoration Renaissance. La brique, on l'a sur place, on est une terre argileuse, ça tu le sais. Par contre, la pierre, elle vient des Pyrénées. C'est un coup de la faire venir à Toulouse. Donc, dès que tu vois une église, un hôtel particulier qui affiche cette bichromie, tu peux être sûr que le propriétaire, exactement. Tu sens qu'il y a de l'argent. Beaucoup, beaucoup. La richesse des marchands pasteliers toulousains ne s'affichait pas seulement grâce aux matériaux choisis pour leur construction. Elle se mesurait aussi à la hauteur des tours de ces petits palais qui font la fierté de la ville. L'occasion pour Emmanuel et François de prendre de la hauteur sur cette tour dite de prestige. C'est extraordinaire! Belle vue, hein? On comprend mieux pourquoi Toulouse s'appelle la ville rose, hein, vue des toits. Oh, mais c'est magique ici!
45 mètres, hein, on est sur le sommet du pouvoir économique qui vient du pastel, c'est ça? Exactement, c'est Et on ça. est au XVIe siècle. Ouais. C'est quand même impressionnant. Hein. C'est assez impressionnant. Là, c'est ultra privilégié comme vue, ça. De la ville de Toulouse au Lauragais, plus rural, le pastel a fait la prospérité de la Haute-Garonne. C'est ici, sur cette terre de collines fertiles, que naquit la célèbre expression « pays de cocagne ». Un clin d'œil aux boules de feuilles de pastel écrasées, commercialisées dans toute l'Europe entre le 15e et le 16e. Un siècle en or, vous dirait François. La fleur de pastel, ou Isatis tinctoria pour les initiés, c'est cette fleur jaune, dont les feuilles vertes sécrètent un pigment bleu. Pour connaître tous les secrets de la teinture bleue, notre cycliste toulousain vous invite à suivre la coloration de son t-shirt avec la papesse du pastel de Roumains, Denise Siméon-Lambert. Ah, t'es là, Denise, salut. Salut François. Ah, mais je suis content d'être arrivé. Hein. Enfin, tu viens voir l'atelier. Écoute, je me suis fait une balade magnifique sur les C'est bien coteaux. ça. Et je vois le t-shirt. Il me tarde que tu me le teignes en bleu. Est-ce que c'est là-dedans que ça va se passer? Ça, c'est la cuve de pastel. Mais elle n'est pas vraiment bleue, non? Non, si tu regardes un tout petit peu là, regarde. Ah, il y a du Il vert y a qui du vert. apparaît. Et c'est ça qui est vraiment ce côté très mystérieux de la plante, c'est qu'on trouve du bleu qu'on voit pas tout de suite, mais qui est dans la feuille verte. Ces feuilles vertes, on les récupère et c'est à partir de ces feuilles qu'on fait les cocagnes, c'est ça? Bravo. J'ai une jolie cocagne ici, qui n'est pas vieille, mais qu'on l'a refait aussi. Mais ce sont les feuilles broyées, D'accord. fermentées. Mais c'est fascinant parce que là, il y a du bleu dedans. Alors aujourd'hui, c'est toi qui fais l'alchimiste. C'est toi qui vas teindre. Tu peux mettre le tablier. regarde. Voilà. Allez, je m'équipe du tablier. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, Doucement, c'est bien. délicatement. C'est On voit bien. la couleur OK. verte, magnifique. Tu me dis quand j'allonge. Maintenant, tu le mets dessus, tu prends vite ton bâton, Voilà. tu vas le tirer. Tu passes, voilà, tu passes et tu Doucement. tires. Voilà, et tu remontes. Parce que tu vois, il y a des bulles d'air, donc il faut éviter. Il faut que l'air sorte par les manches. Voilà, et maintenant tu peux appuyer là. Tu tapes 2-3 fois là où tu penses où est tombé les manches pour que l'air ressorte et fasse pas Ah des ouais, bulles. là, il faut quand même avoir Ah oui. des yeux, une vision sous-marine. Et c'est en le sortant que l'air va fixer cette couleur à vie. Le procédé d'extraction du pigment de pastel est aujourd'hui plus simple. Et les cocagnes qui permettaient la conservation des feuilles ne sont plus très utiles. Mais le miracle de la coloration du linge, grâce à l'oxydation de l'air, est toujours aussi fascinant. Tu peux le sortir. On y va, on le Ouais, sort. tu peux le sortir. Alors, tu dois l'attraper vite. Voilà. Mais il est pas ni bleu. Allez, ni sors-le vert. vite. Tu les sors un Je tout les petit sors. peu. Voilà. Mais je vais t'engager, moi. Hein. Voilà. Mais ça Maintenant, tu dois coule bleu. l'accrocher pour que l'air rentre dans toutes Il faut les bien. parties du t-shirt. Voilà, c'est bien. Ah là là. Alors, tu ouvres un tout petit peu les Je manches. vois qu'il change de couleur. Regarde, regarde. Ah, c'est impressionnant. C'est fou, hein. Pour le séchage, les choses ne sont pas aussi rapides. François doit patienter un peu. Mais quelques heures plus tard, Allez, Denise, le verdict à la lumière du jour. Eh, C'est beau, hein. c'est Ah, juste ouais. magique. Ah, ouais, ouais. Bravo. De rien. Eh, j'ai quand même bien travaillé, non? Ouais, je sais bien, tu le mérites. Ah, t'as été vraiment génial en tant que professeur. Ah bah, j'ai eu un bon apprenti, donc ça va. J'ai un peu de route, je te laisse. À bientôt et reviens quand tu veux. Hein. À Ok, bientôt. au revoir. dans le Lauragais, les hommes et les femmes qui cultivent les traditions de leur terroir sont légion. Et François en connaît plus d'un. C'est vers chez son ami restaurateur, Claude Taffarello, qu'il pédale maintenant. Claude, t'es là? Ouais, François. Salut. Salut, François. Tu me montres ce poids public? Allez, viens, on y va. On y va. Propriétaire de l'auberge du Poids Public à Saint-Félix du Lauragais, Claude ne se lasse pas de raconter l'origine du nom de son établissement. Sur le parvis, une balance, Ça marche parfaitement. Attends. ou plutôt un poids public, autrefois très utile. C'est ici qu'on pesait les animaux avant d'aller au marché pour faire des échanges, comme les veaux, D'accord. les cochons et aussi du foin.
Donc il y en avait une dans tous les villages. Et moi, j'ai eu la chance de la conserver. Donc c'était vraiment un lieu public, c'était le rassemblement de tous les paysans du coin. Voilà, c'était donc- un lieu de vie. Oui, oui. Aujourd'hui, l'effervescence, c'est surtout en cuisine qu'on la trouve. À la carte du restaurant de l'auberge, on trouve bien sûr des spécialités régionales, comme l'incontournable foie gras poêlé, Sud-Ouest oblige, qui se déguste avec du potimarron rôti. Toi, tu vas mettre la sauce. On va napper le potimarron. Mais si François tenait tant à venir chez son ami Claude, c'est pour percer les secrets d'une recette très populaire dans le Lauragais, le mia. Une sorte de pâte à crêpes épaisse et sans œufs, préparée avec un ustensile indispensable que François connaît bien, une pierre. Si je connais l'histoire, ça sert à se protéger du feu. Voilà, ça va protéger le feu et à tenir aussi le chaudron. Ok. Parce que pendant 1h30, il va falloir tourner. Et c'est pour stabiliser le chaudron et ne pas se brûler, parce qu'au bout d'une heure et demie... Je comprends pourquoi, parce que je commence à sentir la chaleur. Ah, vas-y, tu la mets devant. Voilà. On stabilise le chaudron. Ah, t'as remarqué? Il fait moins chaud. Donc on a la farine. Voilà, c'est toi qui vas le touiller. Ah, mais c'est Alors, tiens, sympa. voilà le fouet. Merci. Tu prends une poignée de farine. Et Une poignée, comme ça. voilà, à la comme ça. main. Ouais, généreux. Généreux. Voilà, tu la mets Direct. et tu tournes avec le fouet. Allez, hop. Je vais me lever. Voilà, allez, un peu plus énergique. Voilà. Comme ça, là. Ah, vas-y, n'aie pas peur. Il faut pas faire de grumeaux. Hein. Ah, d'accord. Voilà, voilà. On fait un peu les crêpes sans grumeaux, quoi. On remet une poignée de plus. Allez, on y va. Vas-y. Donc il Allez, faut faut- le mettre petit à petit, c'est ça? Voilà, comme ça. En pluie. Il faut mettre tout, hein. Puis allez encore, vas-y. On va laisser refroidir la main un peu de temps. Parce que je dois être un peu à côté de la pierre. De l'eau, de la farine et de l'énergie dans le poignet, la recette ancestrale du mia est simple. Ouah, c'est chaud. On sent quand même que c'est pas un plat de riche, ça. C'est un vrai plat de nos campagnes. Ben oui, mais tu vas voir, une fois que c'est rôti, bien préparé, c'est bon. C'est bon et c'est le terroir, ça a été fait ici. Oui, c'est parce que cuit. si nous, en tant que cuisiniers, on ne reprend pas ces plats-là, ils sont perdus. Et il faut les transmettre, ces plats. C'est plus compliqué de faire ça qu'un millefeuille aux fraises des bois. Hein. Fabien, là, ça va très, très bien. Après plus d'une heure de cuisson et de pétrissage, il faudra ensuite étaler la pâte sur un linge posé sur une table, puis la laisser reposer une nuit. Alors là, je l'ai préparé la veille, hier, donc, Ouais. pour qu'il soit bien froid. Et là, on va le découper des petits rectangles. Après, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà. Ça, c'est le... C'est très... Ouais. Un peu d'odeur. C'est bon? Comme ça, c'est bon. C'est neutre, mais c'est bon. Mais une fois frit, tu vas voir, ça sera meilleur. J'imagine. Voilà. Un petit aller-retour dans le beurre et le tour est joué. Ça croustille, j'aime ce bruit-là. Il ne reste plus qu'à déguster ce festin très local. Après le travail, le réconfort. Voilà, enfin, le mia caramélisé, avec quelques zestes d'orange. Allez, je goûte. Et là, il y a le craquant dessus. Ça te plaît? Ah, même. Souvenir d'enfance ou pas? Ça me rappelle ma grand-mère, Mamie Yvonne. C'était le dessert qu'elle me faisait quand j'étais petit. Ça, c'est magique. Moi, je vais mettre un peu d'orange. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Les routes, les chemins de Toulouse et du Lauragais, François les connaît tous. Mais la balade qu'il affectionne plus particulièrement, On y est presque. c'est celle qui file sous les platanes, le long des berges du canal du Midi. Salut, Aimé. Salut François. Ah, ça fait plaisir de te voir. Tiens, regarde. Ah mais je te Un petit remercie beaucoup. casse-croûte pour tout à l'heure. Eh bien, on ira boire le café avec. Grâce à son ami batelier, Aimé Fiorès, François nous embarque au fil de l'eau sur le plus ancien canal d'Europe encore en fonctionnement, pour une croisière au cœur de la généreuse nature de Haute-Garonne. Bon, on se le goûte Ouais. ce fromage? Ah ben ouais, quand même, hein. Le pavé toulousain. Il est pas beau? Allez, félicitations. Voilà, alors ça c'est les affinages de 1 an. La croûte se mange. Ok, bien, merci bien. Quand même, on est sur un ouvrage symbolique. Il nous fallait un fromage symbolique. L'ouvrage, surnommé la machine hydraulique,
fut creusé pour ouvrir une nouvelle voie de transport permettant de relier la Garonne à la Méditerranée. Un projet aussi improbable que génial, imaginé par Pierre-Paul Riquet, un ingénieur visionnaire. Les travaux ont débuté officiellement début 1667. Pour que le canal soit au fonctionnement, les travaux ont duré 14 ans. Mais c'est à la pelle et à la pioche quand même. À la pelle et la pioche. Alors pour faire ces travaux-là, Riquet a quand même utilisé pas moins de 12 000 ouvriers. Donc c'était quand même quelque chose de phénoménal. Le chantier du canal, auquel à l'époque personne ne croit vraiment, est titanesque. Il se révèle également révolutionnaire. Avec les dénivellations naturelles du terrain, l'opiniâtre et ingénieux Riquet prévoit la construction de 126 ponts, 55 aqueducs et 63 écluses indispensables à la navigation. Le canal sera le projet le plus pharaonique du règne de Louis XIV. Merci, bonne journée. Au revoir. Mais il sera également l'un des plus coûteux. D'après ce que je sais, quand même, Riquet, c'est un entrepreneur, donc il finance en grande partie au moins sur ses propres deniers. Riquet a construit son canal. Il s'est ruiné. Et il a légué le canal à ses descendants, qui eux, par contre, n'ayant pas toutes les dépenses qu'avait eu leur père, eux ont fait fortune. Long de 240 km, le canal reste un ouvrage d'art remarquable pour l'époque. Une époque où l'on naviguait sans moteur et où il fallait, sur les chemins de halage, tracter les bateaux. Dans le jargon, on appelait ça tirer à la bricole. Okay. Alors pour tirer à la bricole, il fallait tout simplement être sur le chemin de halage. Attends, on tire à quoi? On tire à la bricole. Parce que moi, je sais ce que c'est que bricoler, mais... Alors, c'est tirer le bateau. Et je te donne Amile qui c'est qui le faisait, principalement dans le couple. Ah bah, de toute façon, celle qu'il faut avancer, c'est les femmes, non? Exactement. Tu montes sur la partie haute, là. Vas-y. Donc si j'ai bien compris, on va bricoler et c'est moi qui fais la femme. On peut dire ça. Allez, on y va. Voilà. Et tu le fais avancer. Et dès que possible, tu essayes de le ramener vers la berge. Tu tires un petit peu pour lui faire revenir le nez vers toi. C'est un peu brouillon pour une première manœuvre. La bricole était le nom du harnais utilisé le plus souvent par les femmes, à qui était réservée cette corvée pédestre. Ok, on va rembarquer, se reposer derrière la barre un petit peu. Bon, Aimé, est-ce que tu me ferais un petit cadeau, là? Tu me laisserais pas la barre 2 minutes? Ah, magnifique. Alors, je pousse la barre ou je la tire? Comme à la pétanque. Bon, allez, c'est parti. Tu as le bonheur devant toi. C'est juste magique. Dirigeons-nous maintenant plus au sud, dans le pays de l'ancienne province de Gascogne, le Volvestre. Une terre de vallée qui protège des villages pittoresques. Troublante coïncidence, c'est à Rieux-Volvestre que vit Sonia Rieux. Native de Toulouse, cette artiste aime pousser la chansonnette sur la place du village. Nous sommes deux drôles. Son amie Marion, guide à l'office du tourisme, n'est jamais loin. Et les deux complices vous proposent une truculente balade à la découverte des trésors cachés de leur village. À Rieux-Volvestre, tout est douceur de vivre. Et derrière les colombages, les murs de pierre et les lourdes portes en bois, Sonia et Marion aiment remonter le temps. Direction la Tourasse. Ce massif bâtiment qui domine les autres date du XVIe siècle et a connu plusieurs vies. On va voir ça. Ah, ce sont les geôles. Là où étaient enfermés les prisonniers déserteurs de l'armée napoléonienne, c'est ça? C'est ça. Hôtel de ville jusqu'à la Révolution, la Tourasse se fait prison jusqu'au XIXe siècle. Et il paraît qu'il y avait un prisonnier célèbre ici
Tu penses à Martin Guerre? Oui. Oui, alors Martin Guerre, son procès a eu lieu à Rieux en 1560, mais on n'est pas sûr qu'il était dans cette prison-là, puisqu'il y en avait plusieurs dans le centre-ville. D'accord. Ah, mais c'est tout petit. Et ils étaient combien là-dedans? On n'a aucune idée de combien ils pouvaient être. Ils étaient nombreux, puisqu'il y en avait aussi dans les couloirs. Ah ouais, d'accord. Et là, ce sont des graffitis? Ce sont des dessins qui ont été faits par les prisonniers qui étaient dans la geôle. Ce sont des chevaux? Ce sont des chevaux, et dessus, tu as un soldat avec le fusil, et il y en a tout un pan, en fait. Ils en ont fait plusieurs. Ouais. Et là, cette chaîne, mais il ne devait pas s'amuser tous les jours. Si la visite de la Tourasse donne froid dans le dos, la promenade sur le pont La Joux qui enjambe la Rise et mène à la cathédrale Sainte-Marie est plus bucolique. Est-ce que tu sais, Sonia, combien il y a de cathédrales en Haute-Garonne? Il y en a 3? Oui, il n'y a que 3 cathédrales en Haute-Garonne. Et la particularité de la nôtre, c'est qu'elle a les pieds dans l'eau, dans la Rise, depuis sa fondation au XIVe siècle. Et le clocher penche? Ah oui, c'est pas la tour de Pise encore, mais il penche légèrement, justement parce que la cathédrale a ses pieds dans la rivière et que depuis 700 ans, le terrain a quand même légèrement bougé. Et forcément, le clocher penche avec. C'est une église fortifiée? Alors la cathédrale est fortifiée, oui, parce que c'est propre au style gothique méridional, qui avait un style aussi défensif. Et surtout à Rieux, où la cathédrale est à l'entrée de la ville, où elle avait un rôle dans la protection de la cité. On va monter au clocher? Oui, mais pas tout de suite. Je voudrais te montrer 2-3 choses dans la cathédrale qui valent quand même le détour. Ah oui. Qui dit évêque, chanoine, dit trésor. Et oui, nous avons un trésor épiscopal dans la cathédrale. Dans des armoires classées du XIVe, la cathédrale Sainte-Marie abrite une collection exceptionnelle d'ornements liturgiques, ainsi qu'un incroyable buste reliquaire. Donc c'est le buste de Saint-Cyzie? C'est ça, c'est le saint patron de la ville de Rieux. Et il est en argent? Oui. Oui, il est fait avec 5 kilos de plaques d'argent. C'est le buste qui a le plus de valeur dans la pièce. Ouais. Il a été volé une fois, non? Il a été volé, mais officiellement, à la Révolution française pour être fondu et envoyé à l'Hôtel des Monnaies. C'était la loi après la Révolution française. Sauf que les habitants y étaient tellement attachés qu'ils ont racheté ce buste à l'État pour le récupérer. Et le revoilà à Rieux-Olestre. Après, je vais te montrer le plus beau meuble de la salle. Autre merveille, un chapier à tiroir pivotant où sont conservés les vêtements brodés des évêques. Il faut savoir qu'il fallait préserver les vêtements le mieux possible. On ne pouvait pas les laver comme aujourd'hui. La centrale vapeur, ça n'existait pas. Mais c'est du fil d'or. Voilà, c'est du fil d'or. Donc il fallait vraiment mettre le vêtement entièrement à plat pour éviter qu'il ne se froisse ou qu'il ne se déchire. C'est de la soie, c'est de l'or, c'est des pierres, comme tu as ici. Ouais. Et on en conserve une dans chaque tiroir. C'est vraiment la forme du vêtement. Un dressing à l'envers. Allez, on y va. Et c'est parti pour l'aventure. Oula. C'est de l'escalade, on change d'ambiance. Autre joyau de cette cathédrale, son clocher du XIVe siècle qui pointe à 43 mètres de haut. C'est vraiment les coulisses de la cathédrale où personne ne va. Le domaine des chauves-souris. Une ascension assez périlleuse attend nos 2 passionnés du vol-vestre, qui savent toutefois qu'elles seront récompensées au sommet. Ne pas se prendre les pieds dans la robe. Oh là là. Ça, c'était la résidence d'été des évêques. Ah, c'est dingue, c'est magnifique. La vue sur les Pyrénées. C'est vraiment un privilège d'être là-haut. Finir par ça, c'est absolument génial. L'apothéose. Autre village singulier que Sonia affectionne particulièrement, cette curieuse bastide circulaire, Martres-Tolosane. C'est ici, au pied des Petites Pyrénées, où l'on trouve d'importants gisements d'argile, que des faïenciers se sont installés depuis le XVIIIe siècle pour développer leur art. Une tradition qui a laissé une empreinte à chaque angle de rue et qui est aujourd'hui perpétuée par plusieurs céramistes, dont Stéphanie Joffre, que Sonia va solliciter. Je t'ai amené un plat Ouais. que j'ai trouvé à la maison, un plat de famille. Alors, je pense que c'est un martre. Ah oui, en effet, oui. Et qui mieux que Stéphanie, diplômée en histoire de l'art et faïencière, pour évoquer avec Sonia cette tradition locale vieille de 300 ans. Les motifs sont... Et le motif est un motif l'ibis. D'accord. Ah oui, je crois que c'était des pommes, moi, tu vois. Voilà. Des ibis. Non, superbes. c'est des ibis. D'accord. C'est Ribé Bonassis. C'est un faïencier très très connu et très très recherché. Bon, j'ai un petit trésor. Alors. Voilà, Je un suis petit contente. trésor. À 44 ans, Stéphanie est une passionnée qui insuffle à ses décors modernes un coup de jeune sur les traditionnels plats en faïence.
Mais comme Sonia en fait l'expérience, le coup de main et de pied pour donner forme et couleur au plat n'est pas si simple. Normalement, ça se fait tout seul. Mais Oui, tout seul, oui. Il faut coordonner les pieds. C'est comme un musicien sur un. Et voilà. pas mal. Oui, bon, il y a quelques petits débordements. Hein. C'est pas très. Et une fois qu'elle sera sèche, elle sera comme celle-ci. Ah oui, d'accord. Tu vois, elle aura changé de couleur. D'accord. Ah oui, effectivement, oui. Ça s'éclaircit. Voilà, ça s'éclaircit et c'est très, très fragile. Donc, une fois sèche, on va la cuire à 1030 degrés. Et quand la pièce sortira, on aura un biscuit. Parce qu'on va le recuire 2 fois. Biscuit. Biscuit. Ah ben voilà. Allez, on y va. Après une première cuisson et un émaillage, nos 2 faïencières passent à la phase décorative, qui requiert tout autant de dextérité. J'ai fait un pâté. Ah, il y a trop d'eau. Faut que j'aille. Ah oui, tu vas vite. Tu t'en sors pas trop mal. C'est pas tout à fait le même, hein. Ah oui, tu te sers de l'épaisseur du pinceau. À Martres, ne manquez pas de vous arrêter comme Sonia dans l'atelier de Stéphanie. Vous en ressortirez à coup sûr avec un autre regard sur la faïencerie. Si Sonia n'est pas encore une céramiste de haut vol, elle est en revanche passée maîtresse dans l'art de la confiture. Et c'est à Saint-Sulpice, dans le moulin à eau toujours en activité de Michel, qu'elle compte déguster sa dernière production avec son ami meunier. Je t'ai amené de la confiture. Hyper sympa. Ah oui, c'est l'eau du canal qui alimente le moulin. Ouais, c'est l'eau qui alimente le moulin. Oui. Et le moulin va travailler sur la 3e voûte qui est à droite, là. Ah oui. On le verra tout à l'heure. D'accord. Dans ce qui jouxte sa maison familiale depuis 5 générations, Michel Aupetit perpétue la tradition de la minoterie. Approche-toi, tu vas voir par la fenêtre la roue en train de tourner. Ah, ça s'accélère. Je vois le débit de l'eau. Ah voilà, tu vois, c'est la force de l'eau qui fait tourner la roue en fer et qui fait tourner la meule. Une fois lancée, grâce à la puissance du cours d'eau, les meules s'activent et leur tournoiement vient écraser la céréale. Ça entraîne la meule. Alors, tu as vu le débit d'eau, tu peux monter si tu veux. Oui. Voilà, tu vas voir le blé dans la trémie. Je vois le blé, oui, tout à fait. Et le blé qui tombe progressivement par loger. On entend cette musique, tac, 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 tac. Les meuniers ont imaginé que c'était le bruit d'un cheval au galop. Voilà. Le petit cheval alors. D'où l'histoire du petit cheval. Dans beaucoup de moulins, on retrouve une tête de cheval sculptée. Alors, ce bruit, forcément, renseigne le meunier sur la vitesse de la meule. D'accord. Ah oui. Si la meule va trop vite ou trop lentement, c'est qu'il y a un problème. D'accord. Ce bruit de cheval au galop a également rythmé les jeunes années de Michel, pour qui le moulin était surtout un lieu de récréation. Moi, je joue à Tarzan avec cette corde. Fallait pas te rater, je sautais quand même, de meule à meule. C'était mon terrain de jeu, quoi. Pour Michel, le moulin des Bures a des parfums d'enfance. Et la farine produite ici a toujours servi à faire les gâteaux ou le pain. Il est beau ce pain. Fait avec la farine. Eh bien, on va le déguster. Ta confiture. Allez, confiture de figues. C'est pas mal. C'est trop sucré. Non. Non, il manque un peu de sel. Non, sur ton pain. il y a beaucoup d'authenticité, on va dire. C'est ce qui fait la richesse un petit peu de notre Volvestre chéri. C'est ça. De notre terroir. Soulagement pour la confiture maison de Sonia, qui passe haut la main le test du meunier. Dernière étape de ce périple en Haute-Garonne, aux confins du pays toulousain, à la frontière de l'Espagne, le Comminges et sa mosaïque de paysages. Et s'il en est une qui aime arpenter cette région avec son appareil photo en bandoulière, c'est Sabrina.
Journaliste pour la Gazette du Comminges, elle nourrit une passion et une curiosité sans bornes pour les hommes et les femmes de sa région d'adoption, mais aussi pour les édifices qui lui donnent tout son éclat. La basilique Saint-Just de Valcabrère sera justement à l'honneur dans le prochain numéro de la Gazette. Au pied de ce petit bijou d'art roman, Sabrina prend les clichés de son futur article. La richesse patrimoniale du Comminges est envoûtante. Laissez-vous guider par Sabrina et Laurence Soncourt, son amie guide, vers l'incontournable village de Saint-Bertrand et son imposante cathédrale Sainte-Marie, campée sur un promontoire rocheux. C'est un village perché, il y a la ville haute et la ville basse. Oui. Alors ici, on est vraiment dans la ville haute qui a été développée grâce à la cathédrale Sainte-Marie qui est juste à côté. C'est un certain Bertrand de Lille qui, lors de son ordination en 1083, décide de faire construire cette cathédrale qui s'impose telle une vigie sur les Pyrénées. Mais l'évêque n'aura jamais le loisir de découvrir ce chef-d'œuvre romano-gothique qui nécessitera plusieurs siècles de travaux. Et quand on pousse sa lourde porte, on comprend mieux pourquoi. J'adore ces portes qui grincent. Oui, t'as vu, hein, ça donne un charme vraiment particulier à l'ensemble. Oui, il y a beaucoup de bois en réalité dans cette cathédrale. C'est ça, c'est vraiment une église de bois dans une église de pierre, comme tu peux le constater. 2 églises, alors. C'est ça. Donc ici, c'était le domaine réservé des profanes, des pèlerins, et juste là, c'était pour le réservé plutôt aux chanoines, aux Exactement. Hein, comme tu peux le voir, on a ce chœur de bois ici, ce chœur de Stahl, date du XVIe siècle, mais c'est vrai que c'est vraiment un endroit qui est destiné aux chanoines pour qu'ils puissent suivre véritablement la messe tranquillement, sans être dérangés par ce flux constant de pèlerins. Donc c'est l'antre de Saint-Bertrand de Comminges, le chœur de Stahl de style Renaissance, hein, c'est bien ça, hein? Oui, Renaissance. Et tu vois, il est très très particulier, ce chœur de Stahl. Il y a beaucoup de détails, c'est très minutieux, et ça a été fait en un temps assez record, en 10 ans seulement. C'est ça, en 10 ans. Ça prouve vraiment la richesse de cet évêché à cette époque-là. Il faut vraiment regarder tous les détails, parce qu'effectivement, on n'a pas une seule sculpture identique à l'autre. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ouais, c'est très très beau. Et ce que j'adore, je me permets, c'est ces sièges qu'on appelle miséricorde, c'est bien ça, oui, où les chanoines pouvaient s'asseoir, puis avec leur robe, on pensait qu'ils étaient debout. Voilà. C'est Jean de Mauléon, autre évêque de Saint-Bertrand de Comminges, qui donnera à la cathédrale sa physionomie définitive, avec ce chœur de Stahl en bois de chêne sculpté et cet orgue monumental. C'est la pièce maîtresse de cette cathédrale. Ouais. Très, très imposant, très, très bel orgue. On a vraiment un travail extraordinaire au niveau des sculptures sur bois. On est vraiment en Renaissance, donc 16e siècle. Et sa particularité, c'est qu'il soit en angle, c'est assez rare. Hein. Oui, c'est rare, c'est même unique en Europe. Comme tu peux le voir, on a une forme assez particulière. Et regarde également tous ces tuyaux. Est-ce que tu as une idée du nombre de tuyaux qu'on peut retrouver ici? Je dirais peut-être... Au coup d'œil, une centaine. Eh bien, il y en a bien plus. Hein. On va même dire un peu plus de 2600, en fait. Tout de même, oui, tout de même. Il est majestueux. Et puis, il est toujours joué. Il y a une organiste officielle qui vient, et notamment pour le festival du Comminges, tous les étés ici. Et cet orgue n'est pas la seule curiosité de la cathédrale. Loin des images hiératiques, on trouve sur l'un des piliers de pierre un curieux animal. Sabrina, elle regarde quelque chose de vraiment très original ici. Ah oui, c'est le célèbre crocodile. C'est ça, mais attention, c'est un vrai crocodile, hein. C'est un crocodile du Nil. Il y a aussi beaucoup de légendes par rapport à ce crocodile. Bien sûr, il y a eu des légendes comme quoi il croquait les jeunes filles en passe de se marier. On a même entendu que c'était Bertrand qui l'avait chassé dans la Garonne. Tu peux l'imaginer, toutes ces légendes ont fait le succès de la cathédrale. En réalité, ce crocodile est plus probablement un ex-voto, une offrande faite par un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques lors de sa halte à la cathédrale. Les basiliques, les églises, les villages, grâce à son métier, Sabrina les connaît tous. Mais dans son Comminges d'adoption,
Ce qui la bouleverse, ce sont ces hommes et ces femmes qui, au plus près de la nature, perpétuent les traditions. Dans un site exceptionnel au pied des Pyrénées, baigné par le ruisseau de la Gouaou, l'élevage traditionnel de truites d'Émilien Nouals est riche d'une histoire de famille et de passion. À Antignac, Émilien n'est pas un simple éleveur de truites. Il aime plus que tout partager sa passion pour ses poissons, comme aujourd'hui avec des lycéens. Localement, j'écoule facilement mes truites via les ventes directes sur place ou sur les marchés. Ouais. Vous élevez quelle variété là ici dans votre bassin? J'élève les 3 espèces, l'arc-en-ciel, la truite fario et l'homme bleu de fontaine. Allez. C'est cool qu'il y ait plein de jeunes, dis donc, tu es toujours en train de faire de la pédagogie. Et oui, même quand je travaille pas normalement. Ouais, c'est la passion ça. Émilien a repris le flambeau de l'exploitation paternelle et veille sur ses viviers d'élevage de truites. Allez, fais attention de ne pas tomber. Non. On va aller voir les petits alevins là-bas. Est-ce qu'ils sont en bonne santé, ces alevins? Bien sûr, regarde, ils ont beaucoup d'espace, regarde. C'est ici? Ouais, on va avancer un peu plus. C'est bon, là, tu vois, ils se rapprochent tous ici. Parce que notre présence les attire. Ah. Ils pensent qu'on va les nourrir. Ils ont déjà Mais mangé. non, c'est nous qui allons manger. Voilà, ils viennent tous ici. Ils sont nés quand alors? Alors, ils sont nés cet hiver, entre le mois de février et le mois de mars. Et bon, il faut à peu près 10 cm. Et pour atteindre une taille portion, il leur faudra encore 1 an et demi de plus, quoi. C'est de quelle espèce alors ces alevins là? On a du mal à voir. C'est des arcs-en-ciel. Arc-en-ciel, très bien. Voilà. Moi j'aimerais bien voir une fario, parce que c'est vraiment les typiques voilà, des Pyrénées, de nos cours d'eau. Voilà. Voilà. Notre truite autochtone. Ouais, tout à fait. Allez. Tu parles bien. C'est toi. parti, on va la voir. De l'œuf à la truite, c'est au cœur d'un somptueux écrin montagneux qu'Émilien prend soin de ses poissons. D'ailleurs, je vais essayer d'en attraper quelques-uns ou quelques-unes. S'ils veulent bien venir. La plus grosse tu prends, hein? Oh là là. Waouh. Et voilà. C'est celle-là qu'on va manger, non? Non, on va la garder. On la garde. Maintenant, je te mets au défi de l'attraper. Ah, je Et veux je vais te bien. montrer comment Allez, elle va. j'essaye. Hein. Alors, où es-tu, ma belle? Parce que je sais que c'est pas évident à attraper. Voilà. Attends, viens là. Oups! Ça glisse quand même un peu. Voilà. Cette truite peu coopérative, qu'on surnomme la belle mouchetée, est la fario, un poisson très apprécié pour sa chair, qui peut vivre une vingtaine d'années. Là, on voit bien sa belle robe, là, avec les taches, les ronds. Elle peut atteindre 70 cm et arbore une robe plus ou moins foncée selon son habitat, dans les torrents ou les rivières. Mais parole de commun joie, les meilleures truites sont celles que l'on a soi-même pêchées. Un nouveau défi pour Sabrina. Et tu lances comme ça et tu baisses un peu la canne au dernier moment. Très bien. Donc c'est que je pêche, moi. Hein. C'est pas la première fois que je pêche, quand même. Hein. On a des cours d'eau ici fantastiques pour pêcher. On a une eau de qualité assez exceptionnelle. Regarde, elle arrive. C'est bon. Waouh. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais. Allez. Génial. Bien joué. Super. Donc là, quoi, 5 minutes de cuisson sur chaque Oui, 5 côté. minutes de chaque côté. Voilà, ça sent bon, là, ça y est. Je suis assez fière de moi, elles sont belles. Hein. En même temps, c'est moi qui les pêchées, donc. Bon, ça va. On n'est pas bien, là? Pas mal, ça. Bah, c'est pour ça qu'on vit ici, en Comminges. Hein. C'est pour des moments comme ça. Hein. C'est génial. Enjôleurs-Comminges. Au cœur de cet écrin de verdure protégé par la majestueuse chaîne pyrénéenne, tant de merveilles sont à découvrir. Sabrina le sait mieux que personne. Partons avec notre tonique reporter vers une autre curiosité de la région, à seulement quelques kilomètres de là, dans le petit village d'Allan. Ces bâtiments sont ceux de l'ancien hôpital de campagne Notre-Dame de Lorette. Un édifice isolé en pleine nature qui tombait en décrépitude et qui doit sa renaissance à la ténacité de son propriétaire, que Sabrina connaît bien. Depuis 33 ans, Christophe Ferry, ébéniste, s'active à la restauration du site.
Une obstination saluée par tous, et notamment par Sabrina, qui lui a déjà consacré un article. Toujours dans ton atelier, toi. Ah, Sabrina. Je t'apporte des nouvelles, alors pas très fraîches. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait titré les mots bleus pour Laurette, Christophe et ses yeux bleus. Le titre de cet article est un clin d'œil à la chanson et à cet artisan qui a dédié sa vie à la résurrection de ce bâtiment chargé d'histoire. Moi, je ne savais pas qu'il existait des hôpitaux comme ça en pleine campagne. Et en fait, après, j'ai appris qu'un hôpital rural, au XVIIIe siècle, c'était quelque chose d'assez courant. Ce n'était pas un lieu isolé, puisque à l'époque, il y avait 80% des gens qui vivaient à la campagne. Et donc, il y avait beaucoup de petits hôpitaux ruraux. Et celui-ci, l'hôpital Notre-Dame-de-Lorette, était déjà, pour un hôpital rural, il était déjà relativement important. C'est au XVIIIe siècle que l'évêque de Comminges exige que les hommes, mais pas les femmes, puissent être secourus à la campagne, au plus près de leurs habitations. Au fil de l'histoire, l'hôpital Notre-Dame-de-Lorette soignera les blessés de nombreuses guerres. Dans l'esprit de sa tradition hospitalière, il abritera même des familles juives et des résistants. Donc ça, c'est la façade nord de l'hôpital. Hein. C'est ça. Et c'était la ferme de l'hôpital, toute cette aile de bâtiment. Et là, la porte d'entrée du cloître, là où accédaient les malades, voilà, les mendiants, les vagabonds. Exactement. Donc il y a une deuxième porte. C'est ça. Alors là, c'est par ici que on distribuait la nourriture aux mendiants qui venaient ici pour être secourus. On distribuait par cette trappe, par ce trou. C'est ça. Ah voilà, d'accord. Par crainte des maladies, c'est ça. Il fallait pas qu'ils rentrent. Dans cet hôpital, les contagieux n'étaient pas admis et ça permettait donc de faire un petit peu une barrière entre les personnes qui venaient et le personnel de l'hôpital. Mais c'est un détail qui a son importance alors. Oui, tout à fait. Pour prendre la mesure des travaux titanesques effectués par Christophe, il faut entrer dans le cloître et s'imaginer 30 ans en arrière, quand l'hôpital n'était qu'une ruine. On l'appelle le cloître, ici, parce qu'il y a les arcades, il y a un peu l'architecture d'un cloître, mais ce n'est pas un vrai cloître, puisqu'il y a seulement 3 côtés. Ces arcades ont été construites plus tard, au XIXe siècle, et il y avait une fonction utilitaire. De ce côté-là, pour servir d'abri pour le matériel agricole, et de ce côté-là, pour repousser les eaux de pluie, pour que l'humidité n'arrive pas dans la salle des malades. Donc plus une vocation fonctionnelle, bon, pas du tout religieuse, mais en tout cas c'est très joli. Oui. On va aller dans la salle des malades, on va la découvrir. Merci, c'est très très grand. Donc là il y avait les lits, c'est ça C'est ça, voilà, comme ça se faisait à l'époque, c'était une salle commune où il y avait donc les lits comme ça qui étaient disposés de part et d'autre. Combien de lits, combien de malades dans cette salle? Alors ici, il y avait environ une trentaine de malades qui étaient donc disposés de part et d'autre comme ça de la pièce, et il y avait des rideaux qui séparaient les lits. Mais c'est vraiment cette partie où tu as fait peut-être la plus grosse rénovation ici, là, le plancher, la charpente est impressionnante. Cette partie était complètement en ruine, hein, c'est-à-dire que tout était tombé, y compris la toiture qui est au-dessus, et ça a été vraiment un très gros travail puisqu'il restait en fait les murs et la végétation à l'intérieur. Grâce à l'obstination de Christophe, mais aussi à son savoir-faire, l'hôpital Notre-Dame-de-Lorette est en grande forme. Il a retrouvé ses couleurs d'antan et son nouveau propriétaire accueille avec bienveillance tous les curieux qui en poussent la porte. De ceux qui s'activent à la rénovation des sites historiques à ceux qui s'émerveillent devant la beauté des paysages, le désir de partage est chevillé au corps des Commingeois. Et pour Sabrina, la plus belle façon de découvrir sa région reste celle des oiseaux, la voix des airs. Au départ de Super-Bagnères, à 1800 mètres d'altitude, Sabrina et son ami parapentiste Freddy Soutra vous convient à un vertigineux voyage. Là, c'est parfait, franchement. On a une lumière d'automne, c'est excellent. Hein, on va se régaler. Pas trop la pression? Ben non, mais bon, moi, tu sais, j'adore ça, mais je ne suis pas non plus une pro. Mais bon, avec toi, c'est ça. Ça devrait aller. C'est bien, tu as déjà volé, donc tu vas changer de site. On va sûrement traverser la vallée pour aller s'appuyer là-bas de l'autre côté du relief
pour bénéficier du vent qui remonte là-bas et faire vraiment le grand tour de la vallée aujourd'hui. Écoute, ce sera avec plaisir, hein. J'ai hâte. Eh bien, on se met en selle. Je vais m'équiper. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, et on est parti. Allez, on met parti. la pêche. Voilà, la voile monte, on reste bien debout. Parfait. Et maintenant, on accélère un peu. Voilà. Ça va? Oui. Superbe. Excellent. Waouh, je suis un oiseau. Tu es bien installé? Ouais, c'est assez impressionnant voilà. quand même. Waouh. Voilà, on a fait le plus dur. Waouh. À nous le grand vol. C'est énorme. Bienvenue dans mon paradis. Hein. Waouh. C'est pas mal. Hein. Tu parles d'un paradis. Eh bien, regarde devant nous ce qu'on a là. On a le vautour fauve, à peine à 10 mètres. C'est exceptionnel. Magnifique. Ah, on a la chance d'avoir des rapaces assez majestueux. Le vautour fauve, l'un des plus grands rapaces de France, assez identifiable à son vol lent, apprécie lui aussi les montagnes pyrénéennes avec ses promontoires rocheux. C'est assez étrange, on a l'impression qu'on est suspendu Exactement. par le ciel ou par les nuages. C'est ça. On fait vraiment comme les oiseaux. Ah, complètement. Il y en a une vue splendide sur Luchon, et sur voilà. la Reine des Pyrénées, la cité thermale. C'est fou, c'est fou. Voilà. Et là, on va toucher petites de nos ambiances. pieds Oui. les sapins. C'est comme ça qu'on cherche les champignons, nous, tu vois. À l'ombre des glaciers pyrénéens, Sabrina et Freddy frôlent la cime des arbres. Qu'il est beau le Comminges. Ah, c'est magnifique, hein. On est dans un beau pays, oui. En Haute-Garonne, de Toulouse, en passant par le Volvestre et le Comminges, tant de sensations fortes à vivre, tant de paysages authentiques à découvrir. Amoureux d'une nature sauvage et montagneuse, passionnés d'architecture et d'histoire, partez à la rencontre de sites d'exception, mais aussi d'hommes et de femmes qui n'ont pas leur pareil pour les protéger et les partager.